Alors, Guenièvre Rajvili, elle est psychologue, thérapeute du lien et coordinatrice d'une association à Paris qui s'appelle La Bienvenue. C'est juste. Dans ce contexte-là, Guenièvre a fait le choix depuis de nombreuses années de travailler avec des acteurs de terrain, des acteurs sociaux, avec des jeunes en très grande difficulté, dans un quartier défavorisé de Paris, le 9-3. Je vous laisse donc vous présenter son travail du lien et vous allez voir la force de son engagement aussi. Merci d'abord à l'invitation, merci à l'Ardence Pivotante. Je suis très heureuse d'être là et que vous m'ayez donné cette occasion. C'est un exercice compliqué pour moi parce que je vais essayer de travailler avec vous autour d'une situation qui a été une espèce de challenge. Très rapidement, dans le 9-3, on a ce qu'on a appelé les incasables, les patates chaudes, les situations complexes. Et aujourd'hui, on a trouvé un truc génial, ça s'appelle les TGD, c'est-à-dire les jeunes en très grande difficulté. Voilà. Je définirai en quelques mots qu'est-ce qui nous permet de dire que ce jeune est un enfant TGD. C'est important c'est parce qu'ils sont labellisés TGD par une commission de psychiatres, de médecins, d'éducs et compagnie du Conseil général que nous les recevons, certaines associations, avec un appel à projet pour essayer d'en faire quelque chose, qui ne soit pas dans les rues et qui ne perturbe pas la société, je dirais ça comme ça. Voilà. Quand j'ai démarré ce travail, parce que là je suis à la Bienvenue, avant j'étais dans une autre assoce pour faire la même chose, avec un poste qui s'appelait accordeur, dans l'idée de vouloir accorder les uns les autres, tous les professionnels, autour d'un jeune en très grande difficulté. Il s'agit de jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le jeune dont je vais vous parler est un jeune qu'on nommera Steve, qui a donc été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 6 ans et qui a été récupéré, je dirais, par l'aide sociale à l'enfance parce que la maman a fait un postpartum délirant suite à la naissance de sa fille. Donc Steve avait l'âge de 5 ans et demi, on va dire, lorsque la maman a été en psychiatrie et que lui a été pris par l'aide sociale à l'enfance en famille d'accueil. Steve a vécu de famille d'accueil en famille d'accueil, un enfant pris en charge déjà en CMPP dès l'âge de 5 ans et demi, avec des passages à l'acte de son âge, mais de violence, d'impossibilité de sociabilisation, école maternelle, école primaire, à rien. Un dossier MDPH, donc MDPH, je ne sais pas en Belgique, hein, c'est les dossiers pour les jeunes handicapés. Maison départementale. Voilà. Hein. Donc il a eu un dossier MDPH finalement ouvert vers l'âge de 10 ans. Voilà, c'est un enfant qui est donc aujourd'hui, si je termine le circuit, il a 21 ans et demi. Il a, je dirais, une déficience mentale, un quotient intellectuel assez bas, il est analphabète et non pas parce qu'il n'a pas voulu apprendre à lire et écrire, non pas parce qu'on n'a pas été plusieurs, pas moi, mais plusieurs, à vouloir l'initier à l'écriture, à la lecture, mais dans l'incapacité de pouvoir accéder à l'écriture ou voire même à la lecture. Donc il signe son prénom. Steve est arrivé dans le dispositif TGD lorsqu'il a été
mis au Sénégal suite à avoir fait des grosses bêtises avec des violences importantes. Il est resté 4 jours au Sénégal. Au Sénégal, il y a une association qui est une association qui est très, très, je dirais, stricte, avec des enfants qui sont enfermés, mais ils n'ont pas pu le garder plus que 4 jours, ce qui est très rare. C'est rare. En général, ces jeunes restent 1 mois, 2 mois. Il y en a un même que je connais qui est resté 18 mois avant de le remettre sur le droit chemin. Mais avec Steve, ce n'était pas possible. Sur la Belgique, il est allé à Serfontaine. Je pense que vous devez connaître Serfontaine. C'est un lieu en Belgique où des adolescents, et même après des adultes, sont hébergés. Il y a même un monsieur qui a pris sa retraite. Il avait fait 43 ans à Serfontaine. Il y a eu une fête le jour où j'y suis allé. C'était, voilà. Mais Steve est resté 4 jours parce qu'il a été extrêmement violent à Serfontaine et que les équipes de Serfontaine n'ont pas souhaité poursuivre l'accueil de ce jeune. Donc voilà, Steve va partir de l'âge de 13 ans et demi en hôtel. Alors, en France, quand on n'a pas de foyer, on n'a pas de famille d'accueil, plus personne ne veut du jeune parce qu'il explose beaucoup de choses. Des personnes, du matériel, voilà. Et bien dans ces cas-là, on met le jeune à l'hôtel. En général, c'est une manière ponctuelle. Sauf que Steve est resté à l'hôtel avec un éducateur H24, donc jour et nuit, donc une équipe d'éducateurs qui tournait, de l'âge de 13 ans et demi jusqu'à ce qu'il entre dans notre association dans le cadre du projet des TGD. TGD, qui est-ce qui décide que l'enfant est TGD? C'est une commission du Conseil général, avec ce qu'on va appeler les 3 ou les 4 D. Donc, on trouve un gamin qui a le D du déni, le D du défi, le D du délit, et un nouveau D, un psychiatre, le SOG, le D de la délocalisation. Voilà. Des enfants qui sont en plein déni, c'est-à-dire que s'ils ont fait un truc qui n'est pas bien, c'est pas moi. Des enfants qui passent à l'acte, délit, vol, viol, ce qui n'est pas le cas de Steve, beaucoup de vols avec armes blanches, attaques, des fois même un peu gratuites. Voilà. Le délit, le défi, qu'est-ce que j'ai oublié? La délocalisation, c'est-à-dire des enfants qui ont été déplacés, replacés, remplacés, redéplacés, déplacés. Voilà. Et qui finalement ne se retrouvent être nulle part. Il n'y a pas de place. Et dès qu'il y a une place, la place, elle est explosée. Soit parce que les accueillants n'y arrivent pas, parce que l'enfant est difficile, soit parce que la personne elle-même, le jeune, finit par s'habituer à un scénario répétitif d'échec et qu'il va répéter des actes pour être de nouveau en échec. Voilà. Donc Steve arrive chez nous et je dirais c'est un projet qui a un peu cette idée, c'est que c'est la dernière chance. C'est le dernier tremplin vers une sociabilisation éventuelle. Voilà. Après TGD, il n'y a plus rien. Après TGD, c'est la rue. C'est une récupération par des gens plus ou moins bien. Hein. Ils peuvent être récupérés par des gourous, par des gens comme ça. C'est ce qu'on a vu un peu. Donc, quand je reçois, là je vais mettre, quand je reçois Steve, avec une équipe, on est donc des accordeurs. Moi, je suis référente de 4 enfants, dont Steve. On me le décrit comme étant
Voilà. Donc c'est à ce moment-là, vous voyez, j'ai un génogramme très chaotique. Steve est en vert. Il a un grand frère qui est en prison. Il a une mère, mais on ne sait rien d'elle. Un père, on ne sait rien. Le père de son grand frère ne connaît même pas son nom. Et il y a un autre monsieur qui sera important dans l'histoire, celui qui est à droite. Mais à ce moment-là, on n'en sait absolument rien de plus. Il est quand même décrit comme étant, et je ne veux choquer personne, mais il est quand même décrit comme un monstre par les personnes qui nous le présentent en disant ne travaillez jamais seul avec lui, il est extrêmement dangereux, il est ingérable. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un monsieur d'origine haïtienne, mais qui n'est jamais allé à Haïti, il est né en France. C'est un monsieur qui a, et c'est pas pour l'aider, parce que le personnel des travailleurs sociaux, il y a 80% ou 85% de femmes. Donc on a affaire à un monsieur qui fait, déjà à l'époque à 16 ans, et ça n'a pas changé depuis, c'est un monsieur qui fait quand même 1m95 et 120 kilos. Donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a une force, une potentialité qui est là. Voilà. Steve a une référente qui a, pour des raisons réelles, hein, peur de ce garçon. Donc elle le voit très peu, une fois par trimestre. Il y a un pédopsychiatre qui le voit au CMP. Il vient de changer parce qu'il était en CMPP, mais nous on le voit au CMP. Donc Steve a des doses importantes de tertian et de risperdal, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il entre en famille d'accueil parce que dans notre dispositif, on s'était dit que ça serait intéressant de tenter que ce ne soit pas un foyer, n'oublions pas qu'il sort de l'hôtel, et qu'il soit en famille d'accueil, avec des accueillants éducateurs et assez pointus dans l'accueil de jeunes difficiles. Voilà. Sauf que très très vite, Steve va mettre à mal la famille en attaquant un jeune plus jeune que lui, avec des actes de strangulation et de menaces à armes blanches. Ce qui fait qu'il va être en hôpital psychiatrique, voilà, avec attaché, parce qu'il a attaqué le médecin, il a attaqué les infirmiers, il a cassé les ordinateurs. Voilà, il est pas bien du tout. Il sera attaché pendant pas mal de jours et après en chambre d'isolement avec une énorme camisole chimique. Voilà. Donc, sans réaction, je dirais, possible. Voilà. Quand il sort de là, Steve va être en hôtel. De nouveau, on fait de la répétita. Il sera en hôtel avec Éduc, H24. Moi, je me suis dit, ouais, non, mais vraiment. Alors, je vais vous dire direct, les psychiatres, que ce soit en 2016, puis 2017, puis 2018, puis 2019, ont tous parlé d'un sociopathe. Voilà. J'ai eu des propos de psychiatres disant que, à part la prison, vous ne voyez pas du tout d'alternative. Mais qu'il y avait quand même une bonne nouvelle, je me rappelle d'un monsieur psychiatre, très bon, avec une bonne, je dirais, très connu, qui me disait que c'était rassurant, à partir de l'âge de 45 ans, il se tasserait, il se sociabiliserait, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc voilà, alors,
c'est vrai que j'ai fait le choix, tu l'as dit en me présentant, j'ai vraiment fait le choix du terrain, moi. De voir, je dirais, au jour le jour, dans l'accompagnement, l'approche contextuelle, ça donne quoi. Voilà, parce que c'est mon dada. Et je me suis dit, comment introduire la question du donner, du recevoir, de l'échange. Comment travailler cette légitimité destructrice massive, très désorganisée, très impulsive, sans même d'intentionnalité ou de stratégie, hein, c'est très pulsionnel. Et comment faire le pari que l'approche contextuelle pourrait m'aider à peut-être accorder une chance à ce monsieur. Voilà, ça a été mon pari. En me disant, Nagy n'a pas trop parlé des sociopathes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas pensé. Mais dans ses écrits, puis dans ce qu'on a pu voir avec Nagy, c'est pas le cœur de son œuvre, je dirais. Or, le problème de Steve, c'est que très vite, je m'aperçois qu'il est, et c'est comme ça que je le formule, je ne vous dis pas que je le formule bien. Ce que je formule, c'est ce que j'appelle le sous-produit du don, et du donner, pardon, et du recevoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'accède pas à pouvoir donner, parce qu'on parle de donner, mais encore faut-il y accéder, qui n'accède pas au recevoir, en tant qu'être humain, parce que Steve est un être humain, ben, il n'a pas d'autre alternative que de prendre, de se servir, sans dire merci, sans demander si c'est possible. Prendre. Et s'il ne peut pas prendre, là, on s'énerve. Donc, basiquement, j'ai envie d'un kebab, parce que Steve aime bien la viande, Steve aime bien manger, il a un petit creux, alors, voilà, il a mangé il n'y a pas longtemps, il lui faut son kebab. Donc, il prend le kebab. Parce que s'il ne le prend pas, eh bien là, il peut attaquer pour l'avoir. C'est ce qui s'est passé certaines fois où il n'a pas hésité à menacer d'une manière fortement verbale, des fois physique, pour obtenir ce qu'il voulait. Malgré un matelas important de Tertian et de Risperdal. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu ça. Voilà. Donc moi je me heurte à un jeune homme qui est dans cette espèce de difficulté où il ne reçoit pas, il ne reçoit rien de moi. Il prend. Il prend. Au début, c'est ça, vraiment. Et d'ailleurs, il prend. Je vais vous donner un autre élément sur Steve qui, moi, m'a permis d'entrer aussi en empathie avec ce personnage. C'est que Steve a malheureusement eu à être opéré à l'âge de 10 ans. Il a eu un cancer au rein et il a eu un rein en moins. Donc il a toujours un rein en moins. Il a été pris en charge par un médecin absolument extraordinaire, où il a cassé beaucoup de choses dans ce service, beaucoup de choses. Mais ce médecin a vraiment réussi à soigner, hein, donc une opération, un rein en moins, et des équipes
assez abîmé, puisque moi je revoyais tous les ans ce médecin qui faisait un contrôle pour voir si il n'y avait pas de récidive. Il a vécu cette période complètement seul. Il n'a eu aucune visite de personne. Mais il y a eu ce médecin qui a été, je pense, voilà, c'est extraordinaire. Une dame, une femme. Voilà. Du coup, en approche contextuelle, l'électron libre, Steve, le frère en prison, voilà. J'ai mené un travail extrêmement lourd et important, déjà avec l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils avaient une opinion de ce jeune comme étant quelqu'un de très dangereux, et donc qui ne devait pas voir sa sœur. Voilà. Donc on va passer au deuxième géogramme. Et voilà que Steve, avec un travail important, qui a pris beaucoup de temps, et c'est là que je le dis parce que, en tout cas en ce qui me concerne, on est sur un travail de 5 ans au total, qui n'est pas une consultation une fois par semaine, c'est un travail au quotidien, hein, donc plusieurs heures par semaine, pour que le papa de Sarah, qui est lui-même haïtien, puisse déjà lui revoir sa fille, qui elle-même était placée à l'âge de 11 jours, et qui a eu des contacts avec Steve jusqu'à ce qu'il avait, Steve, 5 ans. Donc ce papa, qui est donc le père de Sarah, on a énormément échangé, je l'ai beaucoup écouté, il avait beaucoup de tristesse, il avait beaucoup de reproches à faire à la mère de Steve. La mère de Steve, pour l'instant, elle est là-bas. Ça sera vers la fin, 19 ans, juste avant les 19 ans, que on va en savoir plus. Voilà. Finalement, alors c'est un monsieur qui travaille dans les espaces verts, le papa de Sarah, qui parle plus ou moins le français, beaucoup mieux le créole, mais je ne le parle pas, mais qui a voulu accorder quelque chose, qui a voulu accorder une forme de confiance, mais au bout de beaucoup de rencontres. Et lorsqu'il a compris que sa fille, il pouvait aussi la revoir, car finalement, il n'y avait rien qui pouvait dire qu'il n'avait pas à être en contact avec sa fille. Voilà. Le fait qu'on ait travaillé sur Sarah et le papa, avec l'aide sociale à l'enfance, a fait qu'à un moment donné, il y a eu une rejonction possible entre Steve et Sarah. Alors, c'était super préparé. Voilà, Steve n'avait jamais vu sa sœur. Et il voit sa sœur, elle a 11 ans. Voilà. Et la sœur voit Steve. Et lui, il a bientôt 16 ans et demi, 17 ans. En présence de l'aide sociale à l'enfance, en présence. Je vous assure que les deux enfants étaient hyper heureux. Sarah était en admiration devant son frère. Et le frère était, je dirais, doux
avec sa sœur. Même les personnes de l'aide sociale à l'enfance, du style, mais c'est possible. Voilà. Ces réunions se sont faites plusieurs fois. Alors, je vais passer deux week-ends par mois à pouvoir connecter Sarah et Steve avec le papa de Sarah, sans le papa de Sarah, au bon gré du papa de Sarah aussi, et de ses possibilités en termes de temps. On est allé au zoo, on est allé au jardin des plantes, on est allé à Dieppe, on est allé en Normandie, Deauville, Honfleur. Voilà. La connexion entre Steve et Sarah a permis, dans ce que j'en ai compris, que Steve entre dans une bribe de quelque chose, d'un donner-recevoir. Steve, d'une manière très maladroite, je savais par l'assistante familiale que Sarah allait arriver avec un petit cadeau pour son frère. Je disais à Steve, si tu veux faire un petit cadeau, et en menuiserie, dans un atelier de menuiserie, il avait fabriqué un petit truc qui ne ressemblait pas à grand-chose, mais il avait offert un cadeau et la gamine était aux anges. Steve déjà me demande, et ça fait un petit moment là, parce que ça faisait avant, puis là j'ai 17 ans et demi, il me dit, je voudrais voir maman. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? De quoi as-tu besoin? Je veux voir maman. Et quand je dis je veux voir maman, c'est que là, il a déjà 18 ans et demi, 19 ans. Sinon, il n'y avait pas le jeu. Voir maman. Bah maman. C'était très, comment dire, très... Il n'y avait pas de jeu. Tout simplement, il ne disait pas je veux, je voudrais. Il parlait, maman. Moi, porté quand même, vous n'êtes pas sans me comprendre, par les dimensions de l'approche contextuelle, et particulièrement sur les dimensions des échanges cruciaux, c'est-à-dire de la famille et transgénérationnelle, en marquant très fort, personnellement je donne un énorme rôle, une énorme importance, je ne sais pas comment dire, à la dimension dite, la dimension 5. 4, mais 5 aussi, c'est-à-dire celle que Nagy a repris à la fin, mais dont il avait déjà parlé avant, qui est l'importance de l'ontique, l'importance de la relation comme fond relationnel du caléidoscope, comme si le kaléidoscope relationnel avait un fond, et entre autres autour des origines, autour de la famille, autour mais aussi des fois de la communauté et les racines. Voilà. C'est cette importance-là qui est peut-être un peu structurante. Ce que j'appelle plus les CDE que les CDD. Les contrats à durée éternelle, plutôt que les contrats à durée déterminée que nous sommes, nous les professionnels, avec ces jeunes. J'ai galéré,
Parce que pour des raisons compréhensives, je ne vous dis pas que des fois je ne me suis pas carrément énervé intérieurement. Le papa de Sarah avait beaucoup de mal à me dire un indicateur quelconque de où était la mère de Steve. C'est un monsieur qui avait beaucoup aimé cette femme. C'est un monsieur qui avait beaucoup souffert du départ de cette femme. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'aigreur. Voilà. Mais comme il est dans la communauté haïtienne, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'ait pas un indicateur possible. Ça a duré de l'âge de 16 ans et demi, en gros, jusqu'aux 18 ans, 18 ans et demi de Steve. Où un jour, il m'a lâché. Dans telle ville, un restaurant haïtien. Dans cette ville-là, il y a quelques restaurants haïtiens. Et effectivement, en faisant la tournée des restaurants haïtiens, j'ai retrouvé la maman de Steve. Ça a été une retrouvaille très particulière. Est-ce que déjà, je ne savais pas du tout à quoi je m'attendrais. C'est quelqu'un qui n'a pas de papier. C'est quelqu'un qui est SDF dans le sens où elle dort dehors. Elle squatte de temps en temps. Très propre, très coquette, très jolie femme, mais très apeurée. La peur de toute personne qui est sans papier et qui peut aussi avoir un peu la peur du blanc. Très étonnamment, je suis allé, j'ai demandé, je ne bois pas d'alcool, j'ai demandé un petit punch dans le restaurant, avec des acras. Et puis une fois installé, j'avais le prénom. J'ai demandé si je pouvais parler avec, on va dire, Marie. Et là, le monsieur derrière le comptoir a appelé Marie en disant « On te demande ». Je vais vous dire, hein, j'ai cru que je m'étais trompé dans le géogramme. Oh là là, j'ai fait une connerie là, je me suis trompé dans le géogramme. Il ne m'avait pas dit qu'il avait une grande sœur. Cette femme, quand je l'ai rencontrée, elle devait avoir 46 ans, ne faisait pas 32 ans. Magnifique, beau, radieuse, petite comment ? Faut le faire. Elle s'assied. Je lui dis, est-ce que vous voulez prendre un petit truc ? Elle me dit, non, merci. Et je lui dis, écoutez, je vais droit au but. Ça fait longtemps que je vous cherche. J'accompagne Steve. Et quand j'ai terminé, j'accompagne Steve. Elle s'est effondrée en larmes. Elle se lève. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Elle revient avec son sac à main, tremblante. Et elle sort d'un sac à main vide une photo. La photo de Steve lorsqu'il avait 5 ans. Et elle pleure. Et je lui dis, écoutez, il aimerait vous rencontrer. Elle me dit,
Et puis, avec cette hésitation, elle me dit, de toute façon, si c'est pas maintenant que je le fais, je le ferai plus jamais. Puis, de toute façon, on va pas le faire comme ça. Mais si vous avez l'intention qu'on construise un chemin vers lui, auquel cas, on va en parler, on va en discuter, on va prendre du temps. Voilà. Steve, lui, je crois que c'était à son anniversaire de 19 ans, je crois. Il est assis dans un jardin dans lequel on a beaucoup travaillé avec lui. Un jardin dans une ville qui s'appelle Aubervilliers, où il y a une association qui a un très beau jardin, avec des adhérents, des bénévoles, qui ont une patience phénoménale. Le lien là-dedans est une espèce de prévention primaire du lien. Tout le monde est accepté. Personnes âgées, moins âgées, etc. Et Steve circule avec toujours un œil là. Maintenant, c'est plus vrai, mais parce que les vols, les ceci, etc. Mais je me rappellerai toujours de ça, de ce Steve qui me dit, donc il est assis là. Je sais pas, le fauteuil serait pas assez large pour lui. Il est assis comme ça. Il me dit, c'est quoi mon cadeau d'anniversaire? Mon anniversaire là. Hein? Quand ils sont à l'aide sociale à l'enfance, ils ont le droit à 30 € pour un cadeau d'anniversaire. Jusque-là, il avait demandé oreillettes ou un petit sac. Et là, il reste assis et je lui dis, écoute, je suis très embêté là. Très, très embêté. Petite parenthèse, Steve a une obsession, c'est l'argent. L'argent, c'est tout. Mais tout, de tout. Sachant qu'en même temps, il a du mal à faire la différence entre 50 € et 500 €. Parce qu'en termes de calcul, mais l'argent, il n'a pas d'argent, il devient fou. Je lui dis, écoute, je suis très embêté là, parce que, à la fois, le cadeau, ça vaut tout, et ça vaut rien. Là, il me dit, je dis, je sais pas comment te dire ça autrement. Ça vaut tout. Mais ça vaut rien. Et je ne te dirai pas ce que c'est, si tu ne le devines pas. Nous sommes restés, ce qui est très compliqué avec un personnage comme Steve, une bonne quinzaine, vingtaine de minutes face à face, dans ce jardin, hein, parce que enfermé, c'est pas pareil. Et j'ai pas lâché. Et vas-y, dis. Je répète. Et à un moment donné, il me regarde comme ça. Maman. Et je lui dis, ben oui. Alors, tout ou rien, ça, mon pote, c'est toi qui sais. Il m'avait beaucoup demandé de chercher sa maman. Il m'avait beaucoup demandé de chercher sa maman. Il me harcelait pas, je peux pas dire ça. Mais il me questionnait quand même, souvent. Et alors? Et là, 1m95, la maman, elle m'arrive là.
pas pourquoi, je dis à Steve, bah, quand je vais la faire venir, lève-toi. Qui se lève. Déjà, moi, quand je lui dis lève-toi, il se lève, pour moi, c'est un miracle. Je vous le dis, hein. Parce que, quand même, il se lève. Ouais, j'ai dit, quand tu vas la voir arriver, elle t'arrive où? Et il me fait, ouais, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais, et en même temps, aujourd'hui, c'est encore un peu vrai, cette histoire. Il est encore le petit là. Voilà. Voilà. Donc au niveau contextuel, tout mon travail continue entre la rejonction entre Steve et Sarah. C'est pas facile, Sarah elle va à l'école. Sarah a un niveau scolaire correct. Elle s'exprime bien. Elle a toujours eu la même famille d'accueil depuis l'âge de 11 jours. Il y a une stabilité. Voilà. Steve est une personne handicapée, avec une forme de déficience mentale, avec un langage qui progresse, où il dit je, tu, il dit nous. Il ne disait pas. Mais n'oublions pas d'où il vient. Hôtel, éduque H24, hôtel. Hein. Et puis c'est pas Yipis Opéra, hein. Je vous rassure. C'est des hôtels. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire entre Sarah, Steve et comment entrer dans quelque chose qui permette ce qu'on va dire, ce mot magique de partialité multidirectionnelle, en accordant du temps à Sarah, en accordant du temps à Steve, en comparant un peu les comptes relationnels de la difficulté de vie de chacun et en introduisant la maman. À dose homéopathique au départ, toujours en présence, Steve seul avec sa mère et moi, Sarah, le papa, la mère et moi, Sarah, son frère, si c'est pas moi, quelqu'un d'autre. Ça a pris encore 1 an et quelques. Pour qu'on s'assure que quelque chose soit créé vraiment, qui ait du lien, qui ait une forme de reconnaissance, de fratrie et de souci, de responsabilité de l'un envers l'autre, en tout cas Sarah envers Steve et Steve envers Sarah. La maman, beaucoup d'entretiens entre Steve et la maman, avec des tas de questions qui ne sont pas encore résolues. Donc, je vais vous en donner une. Steve peut être très, très agressif avec sa mère. Peut avoir été violent avec sa mère. Mais Steve, qui ne connaît pas Naji, je vous assure qu'il ne le connaît pas, m'a un jour dit « Comment veux-tu que je ne l'attaque pas ?» Elle m'a même pas demandé pardon. Il m'a dit « Pardon de quoi ?»
ça faisait plus de 12-13 ans que je ne l'avais jamais vue, qu'on ne m'en avait jamais parlé. Tu veux? Peut-être je croyais qu'elle était morte. Elle est là. Elle est très souriante, un peu... Bon, je ne sais pas comment dire. Des fois un peu excentrique. Elle rigole. Ça rend fou, Steve. Tu ris. Mais tu sais que c'est pas drôle. Voilà. Moi, je me suis dit, ok. Steve voudrait que sa mère lui dise pardon. C'est pas idiot, hein. Mais la maman, elle a un problème. Quand je parle avec elle toute seule, elle me dit c'est impossible. Et si je résume, hein, elle me dit, tu vois, tu te rappelles quand tu m'as rencontré au café ou au restaurant? Je dis oui. Elle me dit, il y avait quoi dans mon sac? Ben, il y avait la photo de Steve. Tous les jours, toutes les nuits, j'ai pleuré et je pensais à lui. Je ne l'ai pas abandonné. Voilà. Je lui dis, ben oui, c'est vrai. Mais pour Steve, il ne t'a pas vu. Mais je ne l'ai pas abandonné. Voilà. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que je me dis, en termes d'exonération pour Steve, c'est très important que la mère lui dise pardon. Mais par ailleurs, la mère ne peut pas se désengluer, pour l'instant en tout cas, du fait qu'elle ne l'a pas abandonné, dans le sens où elle a pensé et pleuré presque tous les jours. Donc pour l'instant, on en est là. J'explique à Steve que, effectivement, il a été sans pouvoir avoir accès à sa maman depuis 13 ou 14 ans, que c'est très légitime, qu'il aimerait avoir une parole sur cette tragédie qui est la sienne, de ne pas avoir eu accès à la mère, sachant qu'il n'a aucun accès au père. Mais que sa maman, qui elle, a lavé en habitation permanente, ne peut pas encore aujourd'hui dire qu'elle l'a abandonné, parce que pour elle, dans son vécu à elle, elle l'a pas abandonné. Alors c'est un peu le problème aussi de ses enfants. Elle n'a pas déposé Steve à l'ASE. Elle a fait un postpartum avec un truc psychotique. Elle est restée plusieurs mois et demi à l'hôpital, post-naissance de Sarah. Et on lui a pris Steve. Alors, pourquoi elle n'est pas allée le chercher? Pas de papier, la peur. Je dirais sans explication pour l'instant ce qui la concerne. La peur du blanc, la peur des institutions. L'effondrement. Elle s'est effondrée, cette femme. Elle travaillait avant. Elle faisait des ménages. Elle avait eu une carte de séjour.
Donc la question de comment travailler pour accompagner l'exonération pour Steve, mais aussi pour la maman, dans la situation de Steve et de Marie, je crois que c'est un processus qui adviendra, je pense. On n'est pas maître de quand, comment, mais qui adviendra. Il y a quelque chose qui adviendra, et ça prend beaucoup de temps. Donc le processus d'exonération dans des situations comme celle-là, voilà. Moi, je pense que pour Steve, le fait d'avoir demandé, d'avoir dit, d'avoir eu besoin d'entendre un pardon, c'est énorme. Dans sa relation à l'autre, voilà. On en est... c'est quelle image, ça? Alors on y va sur la troisième. Ouais. Alors, excusez-moi. Donc, je veux quand même vous dire un truc hyper important. Vous n'imaginez pas un seul instant que ce genre de situation peut se travailler seul. Il y a un énorme réseau autour de Steve, que plus ou moins c'est comme tous les réseaux. Hein. Quand il y a un problème, on convoque ceux qui peuvent aider. Et donc, il y a un énorme réseau que j'ai maillé, je dirais, entre les séjours familiaux, le dossier MDPH, l'ESAT. Donc ESAT, c'est les anciens CAT. Hein. Aujourd'hui, c'est des lieux, des établissements spécialisés pour l'adaptation pour les travailleurs handicapés. Avant d'être arrivé à trouver une solution stable pour Steve en ESAT, il a explosé 8 ESAT avant. Nous avons fait le 95, le 60, le 94, le 92, voilà. Il est tombé là sur un ESAT avec un formateur, et là je crois vraiment aussi que il y a des trucs qui se passent dans les relations. Formateur, peintre, impressionnant le mec, avec une assistante sociale, d'une disponibilité. Bon, ils seraient tous comme Steve, ils ne pourraient pas. Un appartement, il est comme tout le monde. Il a un bail 369 avec un propriétaire qui connaissait la situation de Steve et qui a bien voulu jouer le jeu. Avec des garanties pour être payé quand même. Maintenant, normal. Attention, Steve, c'est un destroy. Hein. Vous lui demandez d'enlever une vis. Il aime beaucoup le bâtiment. Vous lui demandez d'enlever ça, mais je reviens dans 10 minutes, il aura enlevé le mur. Pour de vrai. C'est arrivé pour de vrai. Enlever une vis, il ne peut pas, il prend le marteau, il fait un truc comme ça. Les chefs de chantier étaient parfois un peu... Voilà. La tutelle, puisque Steve ne peut pas lire et écrire, donc vous savez qu'un dossier tutelle en France, on a mis 1 an et demi à l'obtenir. Voilà. Et c'est pas que l'obtenir, c'est qu'il l'accepte, ce qui est majeur. Une excellente avocate, qui est à Bobigny, une femme pareille, hein, donc, voilà, elle a quand même sauvé déjà 4 reprises notre ami Steve. Hein, violence. Il n'aime pas les uniformes, Steve. Il les aime pas du tout. Ouais. Donc que ce soit la RATP, la SNCF, les flics, là, si par hasard il y en a un qui lui fait une réflexion,
ça tourne mal. Donc il a encore un procès qui a été reporté grâce à la grève des avocats, là. Ça nous arrange. Voilà. Bon. Oasis, qui est un lieu qui a beaucoup étayé Steve, dans lequel on a pu être dehors avec sa sœur, la mère, des bénévoles, tous les week-ends. Vraiment, il y a comme ça des lieux qui sont sans lesquels beaucoup de choses ne se joueraient pas. Il est bien là-bas, il est devenu bénévole là-bas. Bénévole. Il a été archi assisté. Les sacs à main, Steve arrive. Attention, il a réussi à voler. Aujourd'hui, il est bénévole. C'est-à-dire qu'il aide pour le jardin. Il peut, tant bien que mal, mais voilà, la présidente, la trésorière, l'aide à couper le rosier. Mais il fait des choses. Il est acteur. Il n'est plus que consommateur. Il n'est plus que preneur. Il peut arriver avec une bouteille de coca, mais je ne sais pas le miracle que ça peut dire. Il arrive avec une bouteille de coca pour tout le monde. Avant, s'il avait 3 bouteilles de coca, je t'en prends une dans mon sac en douce que je ramène chez moi. Combien de fois il nous l'a fait? Aujourd'hui, il peut tout seul décider d'arriver. Il a envie de boire du coca, mais il partage. Il est entré dans autre chose que le pur et dur prendre. Il est dans quelque chose du donner et du recevoir. Il reçoit des félicitations. Il reçoit des compliments. Ah Steve, ça c'est vachement bien, comment t'as coupé le rosier? Ah t'as vu, hein? Avant c'était pas... J'en ai rien à cirer de ce que tu penses. On n'en est plus du tout là. Bon, Jeff est toujours en prison. Steve, voilà, c'est le dernier celui-là. Hein. Donc voilà, je peux vous dire que grâce quand même au Conseil général et à l'aide sociale à l'enfance, chose qui est exceptionnelle aujourd'hui en France, on a pu maintenir Steve jusqu'à l'âge de 21 ans en contrat jeune majeur. Il nous a fallu tout ce temps. En général, après 18 ans et quelques mois, mais là, au vu de difficultés, on a eu ce temps-là pour travailler avec lui. Et effectivement, aujourd'hui, alors, il y a quelqu'un là, tout à l'heure, qui discutait sur quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, parce que je suis embêté. Et ce monsieur Sébastien disait, on n'a pas le droit de savoir des choses et de ne pas le dire aux familles. C'est ça? Hein? Il m'a fait mal en disant ça. Parce que je suis en grande difficulté par rapport à ça. Steve a un nom de famille. Vous voyez, je l'ai rattaché au père en blanc là. Sauf que je sais depuis, on va dire 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, qu'en réalité c'est pas le père. Que le père biologique c'est un autre monsieur. Donc un autre nom. Comment? Le nom de Steve, c'est un nom différent. Steve a eu comme nom un monsieur qu'il a reconnu. Tu vois? Vous voyez Steve là-bas? Il y a un papa là en blanc. C'est ce nom-là qu'il porte. On va dire, je sais pas moi. Allez, donnez-moi un nom.
X. Steve est issu de la maman et du papa, et il s'appelle, comme le père en blanc, on va dire Y. Mais en réalité, le père biologique de Steve n'est pas celui qui a reconnu Steve, c'est un autre monsieur. Et alors, qu'est-ce qui me l'a dit? Ben, c'est le papa de Sarah. Au bout de 4 ans, hein, faut être patient sur Terre. Parce que je disais au papa de Sarah, je l'ai beaucoup remercié, parce que cet homme a eu le courage de donner des briques pour rencontrer la mère de Steve, a eu le courage que sa fille rencontre Steve, a eu du courage à donner du temps à tout le monde, dont à moi, pour tout ça, du temps, du week-end, des quelques heures. Et monsieur, il se lève à 5 heures du matin, il fait les espaces verts, je sais, à 1h30 de chez lui, voilà. Et donc je l'ai beaucoup remercié, et je lui ai dit, mais c'est marrant, j'ai comme l'idée que vous avez un truc, que vous savez un truc que vous ne m'avez pas dit. Et il me répond, ben, je l'ai rencontré il y a 2 mois. Je dis, qui, quoi, comment? Et son père. Ah bon? Donc moi je suis toujours en train de penser que c'est... Et il m'a dit, viens, tu prends une bière. Il me dit, vous savez que je suis devenu abstinent, je ne bois plus. Donc je lui ai dit, non, je ne bois plus de bière. Ben, prends un café. Et là, ce monsieur me dit, le père de Sarah, on s'est assied et je lui dis, mais tu sais, il y a quelqu'un qui voudrait te voir quand même. Et le monsieur, ben, c'est qui? Et le papa de Sarah lui dit, ben, c'est Steve. Et le monsieur lui dit, mais j'en rêve aussi. Voilà. Et pourquoi je suis en souci? Parce que il m'a raconté, ce monsieur, que dans une ville du 93, où Steve était encore à l'hôtel, il y avait un monsieur qui était à l'hôtel. Steve était au 2e étage, ce monsieur était au 5e étage, et c'était le père biologique. Et ils ne se sont jamais croisés. Et ça a duré 3 mois. Il paraît que c'est la photocopie l'un de l'autre physiquement. Alors que le père qui lui est présenté avec son nom est un petit monsieur, 1m60, et moi je me suis dit, le jour où je dois le présenter, ça va être chaud, parce que là, il est... Non, le père biologique ferait 1m98, donc il dépasse de 3 cm le fils, 120 ou 130 kilos, et peintre en bâtiment, qui est le rêve de ce que Steve a toujours voulu faire et qu'il fait en exact. Mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Il a tellement martelé ce nom de famille, il a tellement habité ce nom de famille, Steve. Et puis la relation avec la maman, puisque la maman, elle ne sait pas que le secret a été vendu. Donc voilà, voilà. Et c'est pour ça que je lui dis attention, des fois, est-ce qu'il ne faut pas non plus attendre des années, voire jamais, ou est-ce qu'il faut réagir, ou est-ce que ça va tout déséquilibrer? Voilà, c'est pour ça le Sébastien là, j'ai mal dit. Sébastien parlait dans un cadre thérapeutique. Oui, mais Pas tout à fait la même. pas tout à fait pareil, mais quand même, on est dans un cadre d'accompagnement à effet thérapeutique. Voilà. Et c'est vrai, il a raison. C'est vrai, de toute façon, si on ne se pose pas la question, c'est pas bon.
Il faut se poser cette question. Mais quelle réponse, au vu des constructions, au vu aussi de la difficulté d'élaboration de Steve. Steve, si c'est pas lire et écrire, c'est qu'il a du mal à élaborer, à enclencher les trucs. Donc voilà. Donc ça c'est... voilà. Après, je terminerai, je ne sais pas quelle heure, combien de temps. Ok. Je terminerai en disant une chose. Steve était un enfant, enfin je dis ça, un enfant. Je continue à le suivre dans le cadre de Oasis avec un collègue, Boubacar. C'est pas terminé. On n'a pas gagné que Steve ne déconne pas et n'aille pas en tôle ou ne fasse pas. Donc on est encore dans un accompagnement beaucoup moins serré. Mais on fait par exemple, on va avoir une réunion en ESAT parce qu'il faut recadrer certains trucs là qui déconnent. Mais Steve était très fatigué. Très fatigué. Aujourd'hui, Steve est moins fatigué. Il a plus d'énergie. Il peut plus facilement être plus autonome pour faire des affaires, aller laver son linge, préparer, prendre le bus, arriver un peu plus à l'heure au boulot. J'ai l'hypothèse que c'est parce qu'il n'est plus un preneur, mais qu'il est aussi donneur. Et que le don est source d'énergie, de combustible, ou de je ne sais quoi vous voulez. Je sens Steve beaucoup plus en mouvement possible, parce qu'il a accédé à quelque chose autour du donner et du recevoir. Je termine en disant, j'ai dit à Steve, mais tu sais, moi, je vais aller parler avec des gens qui accompagnent des jeunes comme toi. C'est évident qu'il y a des trucs que j'ai fait avec toi, moi, les autres. Hein. On a un psychiatre, parce qu'il a cassé la figure à 3 psychiatres quand même. Voilà. Il a fait 4 hospitalisations à chaque fois, attachées, etc. Il a un psychiatre brésilien avec qui depuis 1 an, ça marche super bien, et qui a changé de traitement. Voilà. Il est sous Soliant. Voilà. Et si besoin, Tertian, je crois, en cas de si besoin. Donc le psychiatre là, je ne sais pas comment il réussit à injection, hein, tous les mois. C'est par injection. Il y va, il les fait. Il sait que s'il ne les fait pas, il est dangereux pour lui-même et pour autrui. Il y a des avancées. Voyez. Je vous l'ai dit, moi je vais travailler avec des gens où on se pose des questions, quelles sont les conneries qu'on fait quand on l'accompagne, etc. Il m'a dit, des fois tu n'as pas été assez strict. J'ai dit, pourtant j'ai pu être hard avec lui. Hein. J'ai pu être hard. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui, c'est avec les remèdes. Quand je te disais que je les avais pris, fallait vérifier, parce que je ne les avais pas toujours pris. Bon, maintenant c'est bon, j'ai compris. Et voilà. Il me dit, mais par contre, dis-leur. Et il fait comme ça. Patience. 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 Il me dit, ça fait combien de fois? Je lui dis 5. Non, 6. Il me dit patience. Voilà.